Alors, bonsoir. Je vous présente l'équipe de l'unité de chirurgie digestive et bariatrique ici à la clinique de Flandre. Donc, ce soir, on va vous faire une petite présentation sur notre prise en charge de la chirurgie bariatrique. Alors, je commence moi-même à me présenter. Je suis le docteur François, chirurgien digestif et bariatrique. À côté, j'ai mon collègue, monsieur le docteur Tourcel, qui est aussi chirurgien digestif et bariatrique. Ensuite, à la droite de M. Tourcel, il y a Mme Gwendoline Evrard, qui est diététicienne. Et ensuite, Mme Aurélie Wayol, qui est infirmière de coordination de tout le parcours de la chirurgie bariatrique. N'hésitez pas de nous interrompre s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou s'il y a un souci. Donc, on est là pour répondre aussi à vos questions. On essaye de tout simplement de répondre à vos questions après notre petite présentation. Donc, on va faire une petite présentation et chacun de nous va intervenir lors de la présentation pour traiter un sujet sur la chirurgie bariatrique. Alors, on va commencer d'abord. Ensuite, ici, pour commencer, c'est très important de discuter quelques éléments en ce qui concerne la chirurgie bariatrique. Donc, bien sûr, on va commencer avec c'est quoi la définition de l'obésité. Un deuxième élément, c'est une question, quand est-ce qu'on est réellement obèse? Bien sûr, par la suite aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut se faire opérer? S'il faut se faire opérer, on va discuter sur les différentes interventions qui existent. Ensuite, on va discuter sur notre équipe pluridisciplinaire. Bien sûr, le parcours de la chirurgie bariatrique, la prise en charge diététique ainsi que les suivis. Pour commencer, on commence avec la définition de l'obésité. La définition de l'obésité, c'est la définition de l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Bien sûr, c'est une définition comme toute autre, mais il y a quand même quelques éléments assez importants dans cette définition. Quand on voit dans les éléments, c'est que l'obésité correspond à un excès de masse grasse, déjà. Donc, ce n'est pas un excès de masse musculaire. Et une modification du tissu adipeux entraînant des inconvénients pour la santé. Donc, l'obésité a effectivement un effet sur la santé, pouvant réduire l'espérance de vie. Ensuite, ces causes sont complexes, donc ce n'est pas une cause tout simple. Elles résultent de l'intrication de plusieurs facteurs alimentaires, génétiques, épigénétiques et environnementaux impliqués dans le développement et la progression de cette maladie chronique. Donc là, vous voyez dans la définition, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Je répète que c'est surtout un problème d'excès de masse grasse. L'obésité a un effet surtout important sur la santé, avec même une réduction de l'espérance de vie. Les causes de l'obésité sont très complexes et effectivement, aujourd'hui, l'obésité est considérée comme une maladie chronique. Donc, ce n'est pas tout simplement un problème de surpoids. Bienvenue chez les ch'tis. Bien sûr, on est dans le Nord. Donc, les chiffres actuels, ce sont des chiffres de 2021. On voit que le problème de surpoids commence à monter tout doucement. Au niveau mondial, actuellement, il y a quand même 39% des gens qui sont en surpoids, dont 13% qui sont obèses. Bien sûr, on est en France, donc on fait un peu mieux que le reste du monde parce qu'en France, on est déjà à 47% des gens qui sont en surpoids, avec 17% qui sont obèses. 17,4% des femmes et 16,7% des hommes. Et quand on voit la répartition sur l'Hexagone, on voit qu'il faut mieux habiter dans le Midi que dans le Nord. Parce que malheureusement, ici dans le Nord, écoutez, on est quand même numéro 1 au niveau de problème de surpoids, avec 22,1% au niveau de la population qui a un problème de surpoids. Ensuite, quand est-ce qu'on est obèse? Est-ce qu'on est obèse tout simplement parce que notre balance dit qu'on est obèse? Bien sûr que non. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. On a quand même plusieurs choses avec lesquelles on
peut mesurer le problème de surpoids ou même mesurer notre obésité. Alors, première chose, c'est bien sûr l'IMC. Probablement, vous avez déjà entendu de l'IMC. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu de l'IMC, en fait, c'est une formule assez simple où vous prenez votre poids et vous allez diviser ce poids par votre taille en carré, c'est-à-dire la taille fois la taille. En fonction de ça, vous allez récupérer un chiffre et ce chiffre va vous placer dans une catégorie et vous allez pouvoir dire, OK, est-ce que je suis en surpoids? Est-ce que je suis en stade 1 d'obésité? Est-ce que je suis en stade 2 d'obésité ou est-ce que je suis en stade 3 d'obésité? Et vous voyez effectivement en dessous les différentes catégories qui existent. Donc, à partir d'un IMC de 30, on est en obésité stade 1. À partir d'un IMC de 35, on passe sur un stade 2. Et à partir d'un IMC de 40, on passe sur un stade 3. Bien évidemment, il n'y a pas que l'IMC qui va aussi dire que si oui ou non on est obèse. C'est un tout petit peu plus complexe parce que déjà, il y a une différence entre hommes et femmes. Donc, on tient aussi compte avec ce qu'on appelle le rapport de tour de taille avec le tour des hanches. Donc, on va mesurer un tour de taille, ce qui est à ce niveau-là. Donc, c'est le point plus étroit au niveau de votre corps entre les seins et le pubis. Et ceci avec le point plus large au niveau des hanches. Pour les hommes, on doit se retrouver aux alentours de 1. Pour les femmes, on doit se retrouver aux alentours de 0,85. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, c'est que quand on voit la morphologie des hommes, on dit que les hommes, on est des pommes, on a une morphologie, ce qu'on appelle androgène. Et puis les femmes, on dit que les femmes, vous êtes des poires et vous avez une morphologie plutôt gynécoïde. Une troisième formule qu'on peut utiliser, parce qu'il y a plusieurs formules, et une troisième formule qu'on peut utiliser pour un peu calculer aussi effectivement le pourcentage de graisse dans notre corps, c'est la formule de Durenberg. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a la formule de Durenberg numéro 1, la numéro 2, il y a la formule de Gallagher et la formule de Jackson-Pollock. La formule la plus utilisée de Durenberg, et c'est quelque chose que vous pouvez même faire chez vous aussi à la maison, c'est la numéro 1. Et ça va calculer le pourcentage de graisse qu'on a au niveau de notre corps. Alors, une explication vite fait. Donc, l'IMG, c'est l'index de la masse graisseuse, correspond à 1,20 fois votre IMC. Et vous rajoutez 0,23 fois votre âge. Vous enlevez 10,8 fois le sexe. Et pour le sexe, si vous êtes une femme, vous rajoutez le chiffre 1. Si vous êtes un homme, vous faites 0. Donc, pour les hommes, ça tombe. Et vous enlevez encore 5,4. Alors, c'est une formule assez simple avec laquelle vous pouvez donc calculer votre graisse que vous avez au niveau de votre corps. Et ça vous donne déjà une bonne indication si oui ou non, est-ce que c'est inquiétant. Alors, j'ai fait un petit exercice pour essayer de mieux comprendre cette formule. Parce qu'en fonction de l'âge, en fonction de la taille, forcément, ça va changer. Donc là, ici, j'ai pris un exemple classique. Les hommes sont à gauche, les femmes sont à droite. Chaque fois, vous voyez, j'ai fait la même chose. Donc, un homme de 50 ans, 1,65 m. J'ai pris une femme de 50 ans, 1,65 m. Le poids reste exactement pareil. Mais vous voyez tout de suite, c'est que si on fait le calcul de pourcentage de graisse, malheureusement, les femmes, vous avez un peu plus de graisse au niveau de votre corps que les hommes. Et ça, c'est typiquement parce qu'on dit toujours que les hommes sont un peu plus musclés. Donc là, c'est la différence entre hommes et femmes. Si on fait un petit changement au niveau de l'âge, vous voyez tout de suite, bien sûr, ça change. Donc la même chose une fois aussi, la différence entre hommes et femmes. Et si on change la taille, donc là ici, j'ai pris un homme de 50 ans, mais 1,85 m au lieu d'1,65 m, on voit tout de suite ici les différences au niveau des différents pourcentages calculés. Donc, c'est une bonne formule et ça vous permet effectivement, chez vous à la maison, de faire un petit calcul vous-même et ceci à côté de votre poids et déjà de votre IMC et de votre tour de taille et de hanche aussi.
Ensuite, la question suivante, pourquoi se faire opérer? Alors, sur cette question, il y a des raisons non médicales et des raisons médicales. Des raisons non médicales, c'est souvent des remarques que nous on reçoit qui viennent de vous. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais en règle générale, ce que les patients nous disent, c'est que bon, voilà, les raisons pour lesquelles j'aimerais bien être opéré, c'est parce que je ne souhaite plus être essoufflé. Je souhaite de nouveau faire du sport. Je veux de nouveau pouvoir jouer avec mes enfants. Je veux aller à la piscine, je veux montrer en public, sortir, etc., etc. Donc, bien sûr, tout ça, ce sont des excellentes raisons pour se faire opérer. À côté de ça, j'ai aussi mis des raisons médicales. Forcément, ça sont des raisons qui sont, a priori pour nous, très importantes. Donc déjà, comme je vous ai dit, que l'espérance de vie, malheureusement, quand on est obèse, ça diminue l'espérance de vie. Et ça ne diminue pas d'1 ou 2 ans, ça diminue même de 15 ans. Donc actuellement, l'espérance de vie en France pour les femmes, c'est 85 ans, pour les hommes, 79. Donc vous enlevez 15 ans. Donc c'est quand même quelque chose de très important et non négligeable. Ensuite, il y a aussi d'autres raisons médicales comme éviter ou diminuer l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol avec les troubles cardiaques, mauvaise circulation, des varices, l'œdème, même le risque de cancer, le Covid-19. On a vu aussi que l'infection avec du Covid-19, ça a eu surtout un impact sur des patients ou sur des personnes qui ont un problème de surpoids, etc. Je vais faire un petit point même sur le risque de cancer parce que c'est quelque chose que très peu de gens savent, c'est que malheureusement, le surpoids augmente le risque de cancer. Vous connaissez tous que le tabac et l'alcool augmentent le risque de cancer. Malheureusement, le surpoids ou l'obésité se retrouve sur la 3e place pour augmenter en fait le risque de cancer. Donc ça aussi, c'est un élément très important. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument prendre en charge le problème de surpoids et l'obésité? Ensuite, on va passer maintenant sur les interventions chirurgicales et je vais laisser la parole à mon collègue, M. Tourcel. Alors, bonsoir à tous, à toutes. Donc, les interventions, je vais être assez succinct. Je pense que tout le monde a regardé déjà sur Internet. Et après, il y aura les questions derrière. On répondra à vos questions sur les différentes interventions. Il n'y a pas de souci. On différencie deux types d'interventions. Les interventions restrictives, qui ont pour but de diminuer le volume de l'estomac, et celles qui sont avec la malabsorption, qui, en plus de réduire le volume de l'estomac, s'associent à un court-circuit digestif. Alors là, il y a toute une liste, vous la voyez. Les 3, il faut retenir, même 2 d'ailleurs, on va en parler déjà des 3. C'est l'anneau gastrique, la sleeve et le bypass. Les autres sont faits dans des centres spécialisés, notamment les CHU, c'est en étude. L'endosleeve, ça fait des années et il n'y a toujours pas d'accord de la Sécu pour une prise en charge. Les autres sont un peu plus récentes. Enfin bon, voilà. Jusque-là, pour l'instant, il y a ces 3 techniques avec aussi le bypass en oméga, qui est un peu plus récent, qui lui aussi est pris en charge par la Sécu, parce qu'il y a une notion de prise en charge par la Sécu pour la chirurgie bariatrique. Bypass en oméga, au mini bypass, qui est une variante du bypass, mais c'est les mêmes avantages et inconvénients du bypass. Alors, ouais, c'est bon. Donc, l'anneau, alors je vous disais 3, mais plutôt 2. Pourquoi? Parce que l'anneau, c'est une technique qui est assez ancienne, qui se fait maintenant de moins en moins. L'anneau, c'était la première technique il y a 20 ans. Le bypass, c'était en 2. Et ensuite, est arrivée la sleeve. Et la sleeve, progressivement, a relégué l'anneau en 3e position. Et bon, ici, moi, j'en fais plus. Ça, je fais de la sleeve, je fais du bypass. Je pense que Peter, c'est pareil aussi. Les anneaux, moi, à l'heure actuelle, ma seule indication, c'est un anneau qui viendrait à fuir. Pour quelqu'un qui est content de son anneau, tout va bien, on le remplace. Voilà. Mais mettre un anneau sur
en première attention sur un patient, non, avec le recul qu'on a sur l'anneau, l'efficacité à long terme, les risques de complications et le fait aussi que le fait d'avoir eu un anneau avant, ça diminue l'efficacité d'une chirurgie ultérieure, qu'elle soit sleeve ou bypass. Donc, non, maintenant, il faut partir d'emblée soit sur une sleeve, soit sur un bypass. Alors, quand même, pour expliquer un peu le principe de l'anneau, donc l'anneau, c'est un anneau qui est gonflable avec un petit cathéter dans tout ça, c'est à l'intérieur du ventre. L'anneau est autour de la partie haute de l'estomac. Le but étant de faire une petite poche gastrique. Donc, il y a une tubulure qui permet, avec un boîtier juste sous la peau, ce boîtier, alors pour gonfler ou dégonfler l'anneau, il faut piquer à travers la peau, et on gonfle ou on dégonfle. Évidemment, plus on gonfle, moins les gens peuvent manger, et en dégonflant, l'alimentation passe plus facilement. Voilà. C'est une technique purement mécanique où on contraint simplement l'estomac à être plus petit. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a avec la sleeve et puis le bypass. Alors, on va passer à la sleeve. Donc, la sleeve donc, qui est venue prendre la place de l'anneau, ensuite pour ses indications. Alors, l'estomac, c'est une poche. Les aliments arrivent au niveau de cette poche. La digestion commence au niveau de l'estomac avec des sécrétions acides. Et là, on ne le voit pas schématisé, mais entre l'estomac et le duodénum, qui est la partie proximale de l'intestin grêle, du petit intestin, on a ici le pylore, c'est un sphincter. Et ce pylore s'ouvre et se ferme et permet aux aliments de descendre. C'est-à-dire que la digestion se fait en plusieurs heures parce que les aliments vont descendre de façon progressive. Voilà. Donc, cette poche, elle a un certain volume. Évidemment, plus elle est grande, plus on a tendance à manger de façon importante. Cette poche, elle se dilate avec les boissons gazeuses. Les gens qui boivent énormément de boissons gazeuses ont un estomac qui est beaucoup plus important en volume que ceux qui ne boivent pas de boissons gazeuses. Donc, le principe de la sleeve, ça va être d'enlever toute cette partie. Voilà. Une poche, on va créer un tube. Donc, on va avoir un effet petit estomac qu'on aura aussi également avec le bypass. Alors, cet effet petit estomac, ça donne une perte de la sensation de faim ou alors fortement atténuée, une forte diminution de l'appétit, beaucoup moins attiré par le gras, le sucre, les cochonneries en général, et une satiété précoce puisque les volumes, actuellement c'est plutôt une assiette à dessert, on est plus vite rassasié. Voilà. Alors l'avantage de la sleeve, c'est une chirurgie purement de restriction, les aliments arrivent dans l'estomac, on mange moins, on mange mieux, et par contre l'absorption qui se fait au niveau du petit intestin, l'intestin grêle, l'absorption se fait à 100% puisqu'on ne modifie pas on ne fait pas de court-circuit digestif. Le bypass. Cette fois-ci, dans le bypass, on crée aussi un petit estomac, mais d'une façon différente. On va couper l'estomac en deux. On n'enlève rien dans un bypass. Cette petite poche d'estomac, qui correspond à peu près 15%, fait suite à l'œsophage. Donc, les aliments arrivent ici, au niveau de cette petite poche. Le reste de l'estomac reste vascularisé, reste en place dans le ventre. Et pour permettre aux aliments qui ne peuvent plus descendre par ici de pouvoir descendre et être absorbés au niveau du grêle, on va monter dans ce grêle. Cette grêle va venir s'anastomoser ici, donc on va faire une suture ici qui permettra aux aliments de descendre. Et ensuite, rejoindre le tube digestif et le duodénum un peu plus loin. Alors, on chinte 1,20 m plus 60, donc au total 1,80 m sur 4 m à 4,50 m d'intestin grêle. Donc, on a le même effet, petit estomac, perte de la sensation de faim. Enfin, voilà. Ça ne change pas. Par contre, la différence, c'est que en cas de grignotage, il y a une partie des grignotages qui ne sont pas absorbés puisqu'il y a cette malabsorption. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, la tolérance au sucre est moins importante que dans la sleeve. Là, il n'y a plus cet effet de les aliments quand ils arrivent ici de l'estomac. Il y a le sphincter ici, hein, le pylore. Là, il n'y a pas. C'est-à-dire que les aliments arrivent là et descendent tout de suite dans l'intestin grêle. Et si on mange du sucre, on fait ce qu'on appelle des dumpings, une sensation de ne pas être bien, d'avoir des difficultés à digérer, de fatigue, de nausées. Enfin voilà. Alors, c'est pas grave, hein, c'est uniquement des symptômes. Et ça passe en une petite heure, une demi-heure à une heure. Certaines personnes sont obligées de s'allonger pour que ça passe. Bon, ça veut dire qu'on a mangé soit trop vite, soit il y avait des sucres rapides dans l'alimentation, qui peuvent être parfois cachés dans l'alimentation industriel, il y a du sucre partout. Voilà. Donc, est caché. Hein. Donc, on peut effectivement dire que vous allez faire, je sais pas moi, vous allez faire un plat vous-même et vous allez l'acheter
tout fait, le plat que vous allez faire vous-même, vous le digérerez beaucoup mieux qu'un plat que vous allez acheter. Parce que vous n'allez pas mettre de sucre dans votre sauce, dans les trucs comme ça. Au niveau de l'industrie, ils ne gênent pas pour dire de faire acheter les produits, en fait. C'est pour permettre de vous fidéliser aux produits industriels. Voilà. Alors moi, je vais passer la main. C'est Gwendoline ou Aurélie, je ne sais pas. Ah, c'est Aurélie. Bon, ben voilà. Tu veux pas laisser? Ouais, comme ça. Okay. Alors, bonsoir à tous. Donc là, je vais vous parler de l'équipe pluridisciplinaire. Est-ce qu'on entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, du coup, l'équipe pluridisciplinaire, quand on décide de commencer un parcours bariatrique, c'est bon, on m'entend? Quand on décide de commencer un parcours bariatrique, donc en fait, vous êtes amené à rencontrer un ensemble de professionnels médicaux, paramédicaux. Donc l'ensemble de ces professionnels, des consultations restent obligatoires pour pouvoir accéder à l'intervention. Or, bien sûr, pour accéder à l'intervention, il faut avoir la validation de l'ensemble des professionnels, c'est-à-dire que les comptes rendus ne signent pas de contre-indication. Alors, en ce qui concerne le parcours de préparation à la chirurgie, en fait, donc le parcours se définit sur 6 mois. Tout va commencer de la consultation chez le chirurgien, dès l'instant que vous décidez de faire quelque chose. Donc, le chirurgien va vous expliquer brièvement le parcours et va vous orienter vers ce qu'on appelle l'hôpital de jour, donc le parcours de chirurgie bariatrique. Donc, on va commencer par l'hôpital de jour numéro 1, ce qu'on appelle l'HDJ initial. Donc, c'est la première consultation au sein de la clinique, en fait, où vous êtes amené à rencontrer donc, du coup, moi-même, donc l'infirmière coordinatrice, ainsi que la diététicienne et la psychologue. Le parcours préopératoire sur 6 mois va se définir en trois étapes. Donc, le bilan initial, en fait, l'HDJ initial, puis l'HDJ numéro 2, donc l'intermédiaire. Donc là, à ce moment-là, vous êtes amené à rencontrer une deuxième fois la psychologue, la diététicienne, et c'est à ce moment-là où on va faire aussi le point sur l'ensemble des rendez-vous, en fait. Le but de ce parcours sur 6 mois, c'est d'avoir l'ensemble de vos consultations. Intégrer le parcours au sein de la clinique, en fait, c'est y voir le côté bénéfique des choses, c'est de pouvoir vous orienter et vous aider du mieux possible afin de personnaliser votre parcours pour chacun d'entre vous, en fait. Le but, c'est d'arriver à l'intervention avec l'ensemble du parcours qui est fait et des différentes rencontres avec les professionnels, et donc d'arriver à l'HDJ3, donc qui correspond pour nous à la phase préopératoire. Là, on vous rencontrera une troisième fois. Et à ce moment-là, on va checker en fait l'ensemble des consultations, des rendez-vous. Voilà. Sachant qu'on se rencontre 3 fois en phase préopératoire, mais on reste disponible au sein de l'établissement, joignable par téléphone à n'importe quel moment si vous avez des questions ou des difficultés dans la prise de vos rendez-vous. Donc, le parcours sur 6 mois, ça, c'est la phase numéro 1. Et il faut savoir aussi qu'on ne va pas vous lâcher dans la nature comme ça à l'intervention. Il existe aussi le parcours post-opératoire où on va vous suivre encore pendant 1 an au sein de la clinique et au sein du parcours bariatrique, en fait, de la même façon que c'est fait le parcours préopératoire, donc avec toujours la diététicienne et la psychologue. Le point positif dans tout ça, en fait, c'est que vous allez avoir affaire en fait toujours à la même diététicienne et à la même psychologue. Donc sur la phase préopératoire et la phase post-opératoire. Voilà. Alors bonsoir à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien. Ça va aussi. Je vais rapprocher un petit peu. Merci. Alors, donc moi je suis Gwendoline, je fais partie du service diététique. Donc nous, notre rôle au niveau de la prise en charge diététique pendant le parcours, donc au niveau préopératoire, ce sera pendant le premier entretien de repérer les erreurs alimentaires et de revoir avec vous vraiment les bases de l'équilibre alimentaire. Donc ce n'est pas de vous redonner
encore et encore un régime, car souvent les patients, quand ils arrivent, voilà, ont déjà essayé plusieurs choses. Donc là, voilà, c'est vraiment de revoir les bases avec vous, de fixer des objectifs et de les atteindre avant l'opération. Voilà, donc on demande quand même aux patients soit de stabiliser le poids pendant le parcours et au mieux d'arriver à perdre un peu de poids avant l'opération. Pendant la prise en charge préopératoire, on va également remettre le protocole post-opératoire. Donc, pour vous expliquer comment ça va se passer au niveau de la réalimentation pendant les 3-4 premières semaines. On va également ensuite parler du régime hyperprotéiné, donc, qui est là vraiment un régime à faire 15 jours avant, donc dans le but de dégraisser le foie et de reprendre un petit peu en niveau de la masse musculaire pour éviter la fatigue post-opératoire. Et on parlera également aussi au niveau des vitamines et des carences, donc les vitamines qu'il y aura à prendre après l'opération, et aussi au niveau alimentaire, comment on peut pallier à ces carences. Donc ça, c'était pour la partie préopératoire. Et on aura aussi un suivi diététique post-opératoire. Donc là, quand on se revoit à un mois de l'opération, on vérifie si la réalimentation s'est bien passée et si tout ce qu'on a vu en préopératoire est poursuivi. Hein. Donc voilà, si au niveau des quantités, si au niveau de la qualité de l'assiette, on retrouve tout ce qui a été acquis avant l'opération. Et on vérifie également la perte de poids, donc si ce n'est pas trop rapide hein, également, parce que le but, ce n'est pas une course non plus, hein, ce n'est pas de perdre le plus rapidement. Et de vérifier au niveau du bilan sanguin s'il n'y a pas de carence particulière. Ouais. Alors là, c'est les coordonnées de l'équipe. Hein. Donc, vous avez les coordonnées des chirurgiens, des diététiciennes, de l'infirmière coordinatrice, des psychologues et du somnologue, Monsieur Lombard. Voilà, donc si vous voulez les numéros, on pourra vous les remettre après l'intervention. Donc, en ce qui concerne le suivi, hein, comme disait ma collègue Aurélie, donc il y a tout le parcours préopératoire, mais il y a tout le parcours aussi post-op. Donc, on revoit les patients à 1 mois de l'opération, à 3 mois, 6 mois et 1 an. Et après, c'est au moins 1 à 2 fois par an. Et dans l'idéal, c'est d'avoir un parcours à vie. Donc, de revoir surtout le chirurgien, diététicienne, psychologue aussi. Je fais une réunion sur un Zoom, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai foutu encore une fois. Ah. Alors, pour terminer cette petite présentation, on va terminer avec, j'espère, un tout petit peu d'humour. Et on vous remercie beaucoup de votre attention. Donc, on est maintenant ouvert à toutes vos questions. Alors, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a beaucoup de questions écrites. Est-ce que vous les voyez? Peut-être les reprendre? Non, on ne les voit pas. Non, on ne les voit pas, non. Ici, là. Alors. C'est bon, on défile. Hop. Oula, au secours. Ah oui. Alors. Peut-être relire la question à chaque fois avant d'y répondre si tout le monde ne les voit pas, peut-être. Alors, on va d'abord répondre à Madame Jeanne, si je vois bien. Est-ce qu'il est possible de perdre du poids sans reprise sur le long terme? Oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire le but, effectivement, de l'intervention chirurgicale, c'est de pouvoir vous stabiliser à long terme au niveau de votre poids. Bien sûr, voilà, malheureusement, l'estomac ou l'intestin sont des organes qui peuvent s'adapter, hein, parce que comme vous avez vu la présentation, comme mon collègue M. Toursel il a dit, c'est que l'estomac a été réduit, la poche de l'estomac a été enlevée pour 80%. Malheureusement, l'estomac, c'est un muscle et ça s'entraîne. Donc, si vous allez recommencer à boire des boissons gazeuses, ou si vous recommencez sur une alimentation sucrée ou une alimentation riche, on va dire, en niveau énergie, malheureusement,
vous pouvez reprendre du poids, et ceci malgré une sleeve gastrectomie ou malgré un bypass. Donc, en règle générale, on voit, bien sûr, c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un suivi post-opératoire et qu'on ne vous laisse pas dans la nature, parce que sinon, effectivement, il y a un risque. Si par contre, vous adaptez des bonnes habitudes alimentaires et vous respectez, entre parenthèses, ce qu'on appelle les règles de l'art, vous allez pouvoir vous stabiliser à long terme sans aucune difficulté. Donc, je ne sais pas si... Non, je regarde un petit peu. Alors, curieux de connaître les prises en charge. Donc, c'est quoi? C'est les techniques chirurgicales ou la... au niveau de la Sécu. Ah, les prises en charge au niveau de la Sécu, pardon. Oui, la Sécu met son nez dans l'affaire. Il y a des critères pour être opéré. C'est un IMC supérieur à 35 avec facteur de comorbidité ou supérieur à 40 sans facteur de comorbidité. La prise en charge doit être faite minimum 6 mois avant d'envisager une chirurgie. Et voilà, donc le délai d'attente, alors il y a l'attente pour voir la première fois le chirurgien, quelques semaines, voilà. Et puis après, il y a effectivement les 6 mois qui sont nécessaires pour rentrer dans les clous de la prise en charge de la Sécu. Alors, est-ce qu'il faut absolument perdre du poids avant d'y avoir accès, donc avant d'avoir accès à la prise en charge ou à la chirurgie? L'idéal, c'est de ne pas prendre de poids durant les 6 mois. Voilà. Maintenant, ce n'est pas toujours forcément évident parce qu'il y a des gens qui fument et on leur demande effectivement de limiter fortement, voire si possible d'arrêter de fumer avant d'être opéré, parce que le tabac augmente les risques de complications post-opératoires. Et on sait que certaines personnes, en arrêtant de fumer, ont tendance à prendre du poids. Bon, on tient compte, évidemment. Mais après, effectivement, l'idéal, c'est au pire de stabiliser son poids et au mieux de perdre quelques kilos, ce qui montre qu'effectivement, les choses ont été reprises en main. Alors, 94 kilos pour 1,58 m. Donc, malgré les efforts qu'on peut faire pendant toute sa vie, c'est sûr que lorsqu'on a des antécédents familiaux et en prenant de l'âge, alors là, je n'ai pas précisé, mais on peut effectivement avoir de grosses difficultés à perdre du poids. Après, les régimes à répétition font qu'au bout d'un moment, on ne perd plus de poids. Et effectivement, c'est une bonne indication de passer sur une chirurgie. La sleeve, alors je vais répondre aussi, est-ce que la sleeve assure une perte de poids définitive? Alors que ce soit la sleeve ou le bypass, il n'y a rien de définitif. La technique, déjà, il faut l'adapter à la façon de manger. Le bypass, on peut le faire pour tout le monde. La sleeve, c'est pour les gros mangeurs, pas grignoteur, pas sucré. Si on est grignoteur sucré, il faut faire un bypass. N'importe quel âge, peu importe. Enfin, moi, il n'y a pas de critères d'âge. Il n'y a pas non plus aussi de critères d'IMC pour choisir entre la sleeve et le bypass. Donc, la perte de poids, non, elle n'est jamais définitive. Par contre, effectivement, comme vous avez vos collègues, en modifiant sa façon de manger, de vivre, recul à 15 ans avec des patients, que ce soit sleeve ou bypass, qui ont perdu du poids et qui ont gardé cette perte de poids. Alors évidemment, de temps en temps, ils partent en vacances, ils font des... Et là, ils reprennent un peu de poids et dès qu'ils se remettent un petit peu au vert, dès qu'ils repartent sur de bonnes bases au niveau alimentation et activité physique, les 2-3 kilos qu'ils ont pris, ils les reperdent. Bon, par contre, effectivement, comme tout, on peut aussi avoir des échecs. Avec des gens, effectivement, qui, à mon sens, n'ont pas bien compris que la chirurgie ne pouvait pas tout faire, qu'il y avait de la diététique à côté, de l'activité physique, et puis des changements indispensables. Alors, ces changements, ils sont plus facilités par le fait que le rapport à l'alimentation, que ce soit dans la sleeve ou dans le bypass, est vraiment modifié. C'est-à-dire que au réveil de l'intervention, notamment la sensation de faim, elle a disparu. C'est vraiment un gros changement. La technique la moins douloureuse et la plus durable. Alors, la moins douloureuse, de toute façon, c'est de la cellio. Dans les deux cas, c'est de la célioscopie, donc c'est uniquement des petits trous, comme les vésicules, les appendices. Ça donne peu de douleur, ce d'autant que chez les obèses, les douleurs au niveau du péritoine sont peu marquées. Vous opérez quelqu'un qui fait 120 kg, il aura très peu de douleurs résiduelles du pneumopéritoine, donc du gaz qu'on met dans le ventre. Par contre, quelqu'un qui fait 50 kg aura plus de mal le premier jour et le lendemain. Il aura des douleurs notamment dans les épaules. Voilà, ça c'est le gaz résiduel
minimes qu'on n'arrive pas à enlever en faisant au maximum. Donc, non, ce n'est pas des chirurgies extrêmement douloureuses. Par contre, les douleurs importantes en post-opératoire font craindre qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc là, on fait scanner et parfois, effectivement, on peut être amené à réopérer les gens. Ça fait partie des risques de toute chirurgie, notamment la chirurgie bariatrique. Alors, la question suivante, est-ce qu'on doit être orienté par son médecin traitant? Alors oui, tout à fait. Même si, bien sûr, on ne va jamais vous refuser si vous venez à la consultation sans courrier de votre médecin traitant. Mais malheureusement, en France, c'est une obligation d'avoir ce courrier. Et le médecin traitant, je sais que de temps en temps, c'est un peu ridicule parce que ça vous concerne quand même vous-même, mais le médecin traitant, il est en fait concerné comme être la personne au milieu de tout ça pour gester effectivement la prise en charge. Bien évidemment, en réalité, ce n'est absolument pas du tout le cas parce que c'est notre équipe qui fait ça, mais vous êtes obligé d'être dirigé par votre médecin traitant. Alors, dans mon entourage, des personnes ont fait le choix de l'une ou l'autre des opérations. Elles étaient en train joviales, perdu 60 kilos. Elles ont aussi perdu le PEPS qui le caractérisait. Comme elles sont moins rondes, elles ont pris 10 voire 15 ans. OK. Est-ce qu'il est possible d'éviter des varices? Bon, c'est une bonne question, si c'est une vraie question. Par contre, oui, vous donnez un exemple pour quelqu'un qui a perdu 60 kilos, qui a perdu le PEPS, etc. C'est vrai, je ne dis pas le contraire, mais je peux aussi donner plein d'exemples des gens qui ont retrouvé la joie de vivre. C'est-à-dire des gens qui ont perdu du poids, qui peuvent de nouveau faire des choses dans leur vie. Souvent, je donne un exemple. Un de mes premiers patients, c'est un patient de sleeve gastrectomie qui ça fait maintenant déjà 7 ou 8 ans. Il fait maintenant le marathon de Hawaï, le marathon de Ironman. Donc, ce monsieur, il n'était absolument pas capable de le faire et maintenant, il court des marathons. Donc, je pense que la plupart des gens, tu me dis si voilà. Pour répondre vraiment à la question, tout dépend de l'âge. Oui. L'idéal, c'est d'opérer les gens jeunes. Ouais. C'est sûr que perdre beaucoup de poids lorsqu'on a un certain âge, c'est sûr que les gens ont tendance à, en perdant du poids, les traits changent, tout ça. Après, c'est surtout le cumul de la fatigue des années. Hein. Effectivement, les gens perdent 60 kilos, mais ils ont l'âge. Hein. Donc, effectivement, en étant opéré jeune, on a des meilleurs résultats au niveau fonctionnel, ça c'est sûr. Après, je rajouterais, oui. Pardon. Vas-y. Je rajouterais aussi qu'après, il y a le suivi psychologique, hein, parce que c'est vrai qu'après de perdre plus de 60 kilos, ça change quand même la personne. Oui. Et c'est vrai qu'après, il faut s'apprivoiser ce nouveau corps. Hein. Donc, c'est pour ça que le suivi aussi psychologique, il est très important. Il ne faut pas le mettre de côté. Parce que des fois, on s'attend à perdre du poids et apprécier ce nouveau corps. Et au final, en fait, des fois, on peut lui trouver des nouveaux défauts. Donc, il y a aussi ce suivi psychologique qui est important justement pour ne pas avoir cette retombée après, quoi. Justement, sur le parcours bariatrique, sur le suivi post-opératoire, là, avec le recul qu'on a sur les quelques mois, on voit quand même les points positifs, en fait. On trouve quand même que, comme on voit les gens avant l'opération et après l'intervention, on voit quand même qu'il y a à s'occuper d'elle. En fait, on voit quand même le positif en post-opératoire. Et on est content. Je reviens dessus. D'où l'intérêt du suivi. Oui. Parce que
ça t'arrive aussi. Moi, ça m'arrive de temps en temps, des patients qui sont perdus de vue. Alors, il y a 3 cas de figure. Hein. Il y a ceux qui, bon, tout va bien, et puis ils viennent, puis au bout d'un moment, leur médecin on leur dit, bon, il va peut-être falloir quand même aller voir le chirurgien un de ces jours. Bon. Et on les voit quelques années après, ils vont bien, on fait prise de sang, c'est géré par le médecin, tout va bien. Bon. Après, il y a ceux qui, malheureusement, ont que du poids, et parfois tout. Hein. Alors, c'est dommage, parce que si effectivement il y avait le suivi derrière, ça permet d'avoir de pouvoir envisager les choses, et puis de pouvoir limiter cette reprise de poids. Et puis après, il y a ceux qui arrivent avec des problèmes, des complications, parce qu'on peut avoir des complications sur n'importe quelle chirurgie, même à distance, quelques années après. Et c'est un peu malheureux, parce qu'on aurait pu effectivement dépister ces complications, qu'elles soient chirurgicales ou autres, hein, d'ailleurs, hein, si les gens étaient venus nous voir régulièrement. Alors, il est évident que la première année, la surveillance est régulière. Après, elle s'espace. Bon, moi, c'est tous les 6 mois. Après, 3-4 ans, c'est tous les ans, avec toutefois la possibilité de reprendre contact en urgence et être vu en urgence en cas de problème. Voilà, donc ça, c'est pas ça reste, la porte reste ouverte, et bon, mais je pense que le suivi est important pour éviter d'avoir des problèmes. Alors, pour revenir sur pour les varices, si vous avez des varices avant de perdre du poids, vous les aurez encore, mais elles seront effectivement, il y aura moins de retentissement, et la perte de poids n'entraîne pas forcément l'apparition de varices au niveau des membres inférieurs. Alors, la prise en charge, c'est des chirurgies qui sont en rapport avec une entente préalable de la Sécu. Ça veut dire qu'à la fin du parcours de 6 mois, lorsque tout a été fait, on fait une demande d'entente préalable au niveau de la Sécu. C'est une demande qui se fait par informatique, hein, sur le site de la Sécu. Bon, maintenant, si tous les voyants sont au vert, la Sécu accepte. Il n'y a pas de problème particulier, ils ne sont pas embêtants. Hein. Et évidemment, sous réserve d'avoir fait les 6 mois, d'avoir un IMC correct, enfin voilà, et puis d'avoir fait tout le parcours, tous les correspondants. Alors, les prises en charge des coûts. Ça, on a répondu. Ouais, bon, après, il y a des dépassements d'honoraires, c'est ça qui sont dans le secteur 2, et ça, c'est les mutuelles qui prennent en charge ces dépassements d'honoraires. Alors, ici, quelle solution je peux avoir? Oui. Là, de tête, je ne sais pas si je vous ai revu entre-temps. Ça, je ne suis pas capable de le dire. Il faudrait déjà qu'on se revoie en consultation. Et puis, pour refaire un petit peu le point. Alors après, au niveau chirurgical, lorsque la sleeve ne fonctionne plus, ou après, ça dépend de l'importance de la prise de poids. Après, c'est de transformer la sleeve en bypass. Ça, c'est une possibilité chirurgicale, mais après, il faut voir on est la situation. Il faudrait que je puisse voir en consultation. Alors, question suivante. Est-ce que l'hypertension artérielle résistante est un risque qui peut rentrer en compte pour un IMC de 35? Absolument. Absolument. Donc, à partir de 35, effectivement, on a besoin de ce qu'on appelle de comorbidité. Donc, c'est des soucis de santé qu'on peut améliorer avec la perte de poids. Donc, l'hypertension artérielle, c'est effectivement une comorbidité, comme par exemple aussi le diabète ou encore plein d'autres comorbidités. Donc, on n'a pas besoin d'un IMC à 40. Ensuite, pouvez-vous remettre les méthodes pour calculer l'IMC? Oui, ça je peux faire. Alors. Après, sinon, sur les portables, dans les applications, il y a calcul d'IMC, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc, si vous... Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, vous avez le diapo avec le calcul sur l'IMC. Donc, une fois de plus, l'IMC, c'est le poids qui est divisé par la taille en carré. Donc, c'est un calcul assez facile à faire. Ensuite, alors, est-ce qu'une mauvaise prise de sang peut traduire une obésité?
Qu'est-ce que vous voulez dire avec une mauvaise prise de sang? Non, l'obésité, on ne le voit pas sur une prise de sang. Ce qu'on peut voir sur une prise de sang, c'est un diabète, des problèmes de cholestérol, triglycérides. Oui. Donc, c'est des facteurs de comorbidité qui peuvent se rajouter à l'obésité. Mais l'obésité, c'est une définition. On a vu un excès donc un IMC, un excès de masse graisseuse calculé par un IMC. Donc, l'obésité, c'est IMC supérieur à 30. Alors après, par contre, effectivement, les perturbations au niveau de la prise de sang, enfin certaines perturbations de la prise de sang rentrent dans le cadre des facteurs de comorbidité qui, à partir de 35 d'IMC, rentrent dans le cadre d'une chirurgie. Bien sûr, il faudra aussi que votre médecin traitant fait une prise de sang qui est complète, parce que si certaines choses ne sont pas demandées sur cette prise de sang, sur votre prise de sang, forcément, on ne pourrait pas les détecter. Alors, ensuite, pouvez-vous revenir sur la prise en charge par la sécurité et les mutuelles? Bon, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. On ne peut plus boire du tout des boissons gazeuses. Moi, je voudrais revenir sur 43 ans. Ah, pardon. Non, mais on n'a pas répondu à celle-là. Oui, un asthme important, ça rentre dans le cadre. Moi, je le rends dans le cadre des facteurs de comorbidité. Oui, sachant qu'il n'y a peut-être pas que ça, attention. Là, il y a peut-être, dans le bilan pneumo, il y aura une recherche d'apnée du sommeil. Il faut faire un bilan complet pour voir effectivement, à partir d'un IMC à 35, si effectivement on trouve un ou plusieurs facteurs de comorbidité qui rentrent en cadre. La perte de poids améliore l'asthme. Ça, c'est en perdant du poids, on améliore la gestion de l'asthme et les crises d'asthme. Y compris le syndrome d'apnée du sommeil, pour ceux qui en ont déjà, on peut même faire disparaître ce syndrome d'apnée du sommeil. Alors, les boissons gazeuses. Moi, je ne dis pas non absolu. Maintenant, il est possible qu'après une chirurgie, que ce soit sleeve ou bypass, ce soit plus agréable. Comme les goûts changent, le rapport alimentation et aussi certaines boissons peuvent changer et il y a des gens qui ne prennent plus de plaisir à boire du gazeux. Alors ça, c'est idéal parce qu'ils n'en boivent plus. Et si jamais ils ont encore du plaisir à boire, dans ce cas-là, moi, je vois ce qui limite le gazeux. Bon, c'est 2 verres par semaine, quoi. Voilà. Ce qu'on appelle boire beaucoup de gazeux, c'est les gens qui boivent quasiment que ça, quoi. Et ça fait effectivement arrêter une perte de poids, voire effectivement reprendre du poids. Mais ça dilate l'estomac, en fait. Ça dilate la petite poche qu'on a fait aussi bien de la sleeve que du bypass. L'accord de la Sécu avant de commencer le parcours, c'est non. L'accord de la Sécu il est donné à la fin. Bien entendu, c'est pareil, mais si vous ne rentrez pas dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale, le but, ce n'est pas de vous traîner pendant 6 mois et puis à la fin, vous dire « Ah bah non, la Sécu, elle n'a pas accepté ». Il est évident que dès que vous voyez en première consultation, moi, j'ai l'honnêteté de dire aux gens « Ben non, je ne pourrais pas vous prendre en charge parce que la Sécu n'acceptera pas ». Voilà. Donc, vous orientez vers la diététicienne, mais ça ne rentrera pas. Voilà. Par contre, si ça rentre, effectivement, et si le parcours est fait complètement, il n'y a pas de problème. Ensuite, question de Madame Zora. Avec un IMC à 35 piles sans facteur de comorbidité et on fait des régimes hyper restrictifs, je ne perds plus. Quelles sont les solutions? Alors, si on respecte la définition IMC sans comorbidité, effectivement, on ne pourrait pas proposer une prise en charge. Bien sûr, déjà, il faut rechercher les comorbidités parce que vous avez peut-être déjà certaines choses comme une tension, comme un début de diabète, comme déjà un début de souffrance ou des douleurs au niveau du dos, des genoux, etc., que vous n'êtes pas du tout encore au courant et que lors du parcours, on va le détecter. Donc forcément, si lors du parcours, vous détectez que vous avez des comorbidités, effectivement, vous pouvez tout à fait justifier votre demande. Quand on cherche, on trouve. Bon, voilà. Ce n'est pas garanti à 100%, bien entendu, exact, mais tout à fait. Il est évident que en approfondissant, on arrive à tomber sur des facteurs de comorbidité. C'est rare qu'on n'en trouve pas, mais bon. Maintenant, si vous êtes dans la situation où vous avez effectivement un IMC à 35 et vous ne trouvez absolument rien comme comorbidité, c'est vrai que par définition, on ne pourrait pas proposer une intervention chirurgicale. Donc, quelles sont les autres solutions?
Les autres solutions, c'est effectivement, vous faites un suivi par une diététicienne psychologue pour essayer de malgré tout continuer à perdre du poids. Ça, c'est une solution. D'autres solutions existent, mais qui sont des solutions qui ne sont malheureusement pas remboursées, comme par exemple la mise en place d'un ballon intragastrique. Pourquoi est-ce que ce n'est pas pris en charge? Parce que forcément, ce n'est pas des solutions qui donnent des bons résultats à long terme. Donc, vous pouvez effectivement vous faire placer un ballon intragastrique, mais le problème aussi de ce ballon, c'est que ça ne peut pas rester à vie, première chose. Et deuxième chose, dès que vous enlevez le ballon, vous risquez de reprendre du poids. Donc, ça, c'est aussi une solution. Voilà, sinon, il y a très peu d'autres solutions. Le sport se remettre progressivement au sport aussi. Oui, tout à fait, se remettre au sport, mais voilà, au niveau solution chirurgicale. De toute façon, la chirurgie seule, c'est pas une solution. Voilà, exactement. Voilà, il y a forcément des changements d'alimentation, des changements d'activité physique plus ou moins sportive en fonction de ses possibilités et de l'âge forcément. Mais pour que ça marche, c'est un triptyque. Il faut vraiment les trois. Pour avoir des bons résultats et des résultats qui se tiennent dans le temps, il faut les trois. Ouais. Alors, oui, vous n'êtes pas marié à votre médecin. Bien entendu, il recevra un courrier de la consultation, comme on vous a vu. Maintenant, après, voilà. On comprend parfois la réticence de certains médecins, mais si vous voulez venir prendre un avis, après, ce n'est pas forcément pour aller plus loin. Bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous même sans lettre de votre médecin traitant, bien entendu. Voilà. Alors, opération d'un cancer. Est-ce qu'un suivi diététique et nutritionnel peut suffire à perdre quelques kilos? Bien sûr que oui. Surtout si vous avez un problème de cancer et si vous êtes en train de faire la radiothérapie. Je pense que c'est aussi important que vous avez ce suivi psychologique et que vous avez ce suivi diététique. Et que avec ça, vous pouvez effectivement perdre quelques kilos. Alors, vous précisez qu'il est préférable d'être opéré jeune, mais pour une femme qui approche de l'âge de la ménopause, est-il préférable d'être opéré avant ou après, car le poids varie beaucoup et le corps change avec l'arrivée de la ménopause chez une femme? Alors, oui, pour dire, oui, c'est préférable effectivement de ne pas remonter les aiguilles du temps. Donc, effectivement, non, que ce soit avant ou après, ça ne change rien. Ça ne va rien changer. La ménopause, chez quelqu'un qui a été opéré, que ce soit une sleeve ou un bypass, qui respecte les règles au niveau de l'activité physique sportive et au niveau alimentaire, l'arrivée de la ménopause ne fait pas prendre de poids. Il y a des modifications hormonales digestives, certes, hormonales, pardon, pas digestives, mais il n'y a pas de gros changements. On peut se faire opérer, on peut même commencer son parcours avant, se faire opérer après lorsqu'on est ménopausé. Non, ça, peu importe. Ça, c'est pas ça change vraiment rien, ça. Alors, peut-on bénéficier si la Sécu refuse la prise en charge avec apport financier personnel? Malheureusement, là, je pense qu'on doit répondre non, parce qu'il faut absolument un accord de la sécurité sociale en France. Dans d'autres pays… Il faut passer la frontière. Voilà, il faut passer la frontière. Moi, autant que flamand, je sais qu'en Belgique, les règles sont moins strictes qu'en France. Mais j'avoue aussi, ce n'est pas mieux. Au contraire, je pense que la prise en charge en France, elle est meilleure que la prise en charge en Belgique. Mais bon, voilà, vous ne l'avez pas entendu de notre part, mais vous pouvez passer la frontière. Il faut passer la frontière avec ses valises pleines de billets. Voilà, c'est ça. Exactement. Il ne faut pas rencontrer la douane. Est-ce qu'il y a un suivi à vie après l'opération? Oui. Je pense qu'on a déjà pleinement répondu à cette question. Alors, la prise de poids favorise les varices? Oui, tout à fait. Alors, un IMC à 34 ne sera pas pris en charge. Alors, a priori, non. Mais il faut aussi savoir que si vous étiez déjà plus élevé en poids avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un IMC à 34.
Mais lors de votre vie, vous avez été au-delà de 35 ou à 40 et on peut le démontrer que vous étiez à ce poids-là. Effectivement, on tient compte avec votre IMC le plus élevé. C'est-à-dire, si vous avez déjà eu un IMC à 40, c'est l'IMC de 40 qui compte et ce n'est pas l'IMC d'aujourd'hui qui compte. Bien sûr, c'est l'IMC max. C'est l'IMC voilà, max. c'est l'IMC max. Si par contre, si vous n'avez jamais été au-delà de 34, malheureusement, ça ne passe pas. Alors, ces différentes opérations peuvent-elles entraîner des maladies éventuelles et fragiliser le foie plus tard? Donc, la perte de poids, elle peut jouer au niveau de la vésicule. Il y a des calculs qui peuvent apparaître. Il y a à peu près 25% des patients qui développent des calculs au niveau de la vésicule. Ça se fait souvent dans la première année parce que c'est là où la perte de poids est le plus important. Et après, il peut y avoir aussi des calculs au niveau rénal, qui sont quand même beaucoup moins fréquents, en rapport avec aussi une diminution des apports. C'est-à-dire que les gens mangent moins et ont tendance à boire moins. Donc, il faut vraiment s'astreindre à boire, effectivement, de façon régulière pour boire à peu près 1 litre d'eau par jour. Sinon, effectivement, on a tendance à faire des calculs au niveau rénal, mais c'est vrai aussi sur les gens qui n'ont pas été opérés d'une chirurgie d'obésité. Et pour le foie, je n'ai pas fini, pour le foie, l'obésité est un facteur aggravant pour le foie. Il existe alors, la stéatose, c'est un foie gras, et ensuite on a ce qu'on appelle les NASH, donc c'est des stéatohépatites non alcooliques qui peuvent à terme se transformer en cirrhose. Donc non, il vaut mieux effectivement perdre du poids, ça n'aura aucune incidence sur le foie. Le foie va simplement dégonfler, fonctionnera mieux, et ça évitera l'apparition d'une NASH et d'une cirrhose à long terme. Alors, question suivante de Madame Faustine. Vous avez raté notre présentation. Est-ce qu'on va le refaire? Je pense que oui, ce serait. A priori, si vous voulez, si vous nous envoyez un mail, on pourrait peut-être vous envoyer même la présentation. Comme ça, vous pouvez regarder. On va mettre en ligne le replay. Voilà, tout à fait. Donc, il sera bien disponible. Donc, vous allez pouvoir regarder ça tranquillement à votre aise. Comment doit-on prendre un rendez-vous pour une consultation? Voilà, je vous ai mis le diapo avec les différents numéros de téléphone. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. On a plusieurs moyens. On a un numéro de téléphone, on a une adresse mail et on a même un site web. Donc, je pense à l'heure actuelle, on a prévu tout ce qu'il faut pour nous contacter. Et est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous en premier avec la diététicienne? Oui, il n'y a pas de problème, bien sûr. Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Hein. Exactement. Alors, pour le premier rendez-vous, habituellement, c'est plutôt au niveau chirurgical, mais pourquoi pas aussi la diététicienne. Hein. Après, l'important, c'est de pouvoir contacter quelqu'un et commencer sa prise en charge, peu importe. Mais dans tous les cas, de toute façon, que ce soit la diététicienne en premier ou le chirurgien en premier, il y aura forcément après le chirurgien la diététicienne. Il faudra que vous soyez vu par tout le monde, en fait. Voilà. Alors, pour prouver qu'on a eu un poids plus élevé. Alors ça, je dirais que c'est sur votre bonne foi. Ouais. Parce que, voilà, il n'y a aucun moyen. Et puis, bon, c'est pas la police aux frontières. Hein, donc, on n'est pas là pour... on va pas aller vérifier. Mais oui, j'ai tendance à faire confiance aux gens. Quoi. Oui, moi aussi. Mais vous pouvez aussi demander éventuellement à votre médecin entre-temps. Parce que si, par exemple, vous avez déjà fait une visite chez votre médecin entre-temps et il a pris votre poids à l'époque, il a noté ça dans son dossier médical, par exemple, ça aussi, c'est tout à fait valable. Hein. Mais c'est vrai qu'en règle générale, on fait confiance à vous que, que vous ne racontez pas des histoires, on va dire. Bon, le mieux, c'est d'avoir une trace. Voilà. Alors, la limite d'âge, alors il y a la limite basse et la limite haute. En dessous de 18 ans, ça se fait que sur les centres spécialisés.
Voilà. Et au-delà de... Alors, pour la Sécu, c'est 60, mais... Il y a des exceptions. Voilà, c'est 60 pour avoir un accord tout de suite de la Sécu. Par contre, on a déjà opéré, j'ai déjà arrivé d'opérer des patients jusqu'à 65, 66 ans, Ouais. que ce soit un bypass essentiellement à cet âge-là. Effectivement, si la chirurgie apporte quelque chose, bon, par exemple un diabète, oui, tout ça, oui. L'apnée du sommeil, évidemment, il faut être à 64, 65 ans, encore en tonique, en forme. Voilà, il faut que la perte de poids puisse améliorer la qualité de vie, alors aussi un peu l'espérance de vie, et surtout la qualité de vie au quotidien. Donc, ce n'est pas une contre-indication au-delà de 60. Bon, je dirais jusqu'à 65, 66. Après, ça devient plus problématique avec les risques post-opératoires. Bon, écoutez, je vois qu'on arrive tout doucement à la fin. Bon, même si on ne voit pas tout le monde, je souhaiterais remercier de votre présence. J'espère qu'on vous a appris quelque chose. De toute façon, n'hésitez pas de revenir vers nous pour avoir plus d'informations. Voilà, toute notre équipe, on est à votre disposition. Et on espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, moi, à titre personnel, j'ai passé un bon moment. Et je le dis, si ça intéresse quelqu'un. Et donc, je pense qu'on va effectivement, c'est même sûr, on va refaire ça de temps en temps pour dire de pouvoir continuer à discuter avec plein de gens pour leur expliquer un petit peu, leur donner des conseils, enfin ce qu'on peut faire, quoi, si on peut rendre service, on est là pour ça. Voilà. Tout à fait. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci pour votre participation. Ouais. Et puis, on va essayer de fixer des nouvelles dates assez rapidement. On fera au mieux. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.